Bonsoir. Donc ce soir, en conseil municipal, nous avons un certain nombre de points de l'ordre du jour à aborder. Comme vous le savez, vous avez suivre vos convocations. Je voudrais commencer par le premier point, c'est-à-dire nous allons procéder à l'appel. Bonsoir à tous et à toutes, messieurs, mesdames les élus, monsieur le maire, Christian Raffa, René Brambant, Rosemary Gévaux-Desdin, Hervé Planchette, Lila Martial, Jackie Espartero, Marlène Moderne, Mario Marquet, de procuration à Madame Gévaux, Karine Alexandre Sabin, René Misaël Pouscarel, Marie Mourcialon épouse Bragance, Germaine Pierre-Léon donne procuration à M. Brambant, Thierry Méronis donne procuration à M. Planchette, Roland Carissan, Nicole Rémire, Séverine Pruffert, Raphaël Éloi Bézès, Michaela Gobalsami, Alice Belchasse, Michael Gobalsami, Hugues Alcindor, Ludmila Larade, Limer Roger, Luc Nazaire Carissan, Louis-Édouard Viraille, Lupon Brigitte et Elsie Nalamontou. Merci. Petit point de procédure également. Je fais appel à un secrétaire ou une secrétaire de classe, Marie Bragance Mourcialon se propose, qui a une objection à faire. Pas d'objection. Merci. Donc, chers collègues, l'ordre du jour nous amène ce soir à aborder deux grands chapitres. Les ressources humaines tout d'abord, puis les finances. En ressources humaines, le premier point, c'est donc nous allons débattre du règlement intérieur du comité technique paritaire. Le deuxième point, ce sera la création du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail, comment appelé CHSCT. Troisième point, la mise en place de l'entretien professionnel. Quatrième point, la création de postes budgétaires. Dans le chapitre finances, nous allons aborder en cinquième point une décision modificative numéro 4 du budget 2015 et en point 6, approbation du plan de financement concernant l'opération restauration du podium de la ville de Saint-Quay. Mes chers amis, avant d'aborder ce point de l'ordre du jour, vous savez comme moi-même qu'un politique de premier plan, quelqu'un qui a marqué la vie politique de la Martinique, nous a quittés. Et c'est justement ce soir, il y a quelques heures, il a été enterré au Marigot. Il s'agit de M. Michel Renard. Je vais donc vous demander de vouloir vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, nous allons donc en préambule quand même à ce chapitre ressources humaines, puisque ça relève aussi de la gestion des ressources humaines, je voudrais apporter un point de clarification que je voudrais être une conclusion
sur une affaire qui a fait l'objet de débats, voire de polémiques, voire de manœuvres qui ont débordé sur Internet et ont fait l'objet de tracts dans les rues de Saint-Pierre. Et je crois qu'il nous faut informer la population jusqu'au bout, puisqu'il s'agit simplement d'une accusation qui a été portée contre le conseil municipal que nous sommes, d'avoir pris un acte illégal dans l'affaire qui concerne l'ex-régisseur de recettes de la ville de Saint-Pierre, qui a eu quelques déboires livrés avec la justice, et dont j'ai trouvé le dossier ici en arrivant. Il est venu me voir en me demandant de bien vouloir régler ce problème de demande de ce que l'on appelle une allocation de retour à l'emploi. Il se trouve que son dossier était non signé. Il voulait faire étudier ses droits par Pôle emploi et son dossier, on lui a opposé un refus de signature pour faire étudier ses droits. Ce que moi j'ai fait, parce que je ne voyais pas pourquoi, quel risque il y avait de signer un document tout simplement administratif qui relevait d'une procédure. Pour cela, il était allé même jusqu'à réclamer ses droits au tribunal administratif sous la forme d'un référé. Il avait été débouté sur la demande en référé, mais comme il me l'a expliqué plus tard, parce que j'ai fait examiner son cas par notre avocat, Maître Dumont Thomas, qui nous accompagne depuis que nous sommes là pour régler tous les problèmes que nous trouvons au fur et à mesure. Cet avocat, après avoir bien étudié son dossier, m'a rappelé quelques jours après pour me dire qu'il avait raison et qu'il avait droit à l'allocation de retour à l'emploi. Ce sur quoi j'ai revu M. Lachounia et j'ai même eu à échanger avec son avocat qui m'a... la conclusion, c'était qu'il avait perdu, certes, sur la demande de référé, qui est une procédure particulière, mais la mesure de référé ne traite pas le fond du dossier. Et sur le fond du dossier, il se trouve qu'il avait raison et qu'il aurait pu retourner en justice, gagner, et après avoir dépensé des frais d'avocat pour se défendre, la mairie de Saint-Pierre aurait probablement été condamnée à des dommages et intérêts. Ce qui m'a amené à vous demander de bien vouloir voter l'octroi de son indemnité auquel il avait droit et de négocier avec lui, compte tenu de la trésorerie exsangue auquel nous avons à faire face, des modalités de paiement, ce qu'il a accepté de façon tacite, connaissant lui-même la situation de la ville de Saint-Pierre. Il se trouve que cette décision a fait l'objet de contestation. Ici, nous avons été traités de personnes qui commettaient des actes illégaux. J'ai même demandé à ce que la personne en question, qui n'est pas là aujourd'hui, porte l'affaire en justice, puisqu'elle estimait que que nous avions pris une décision illégale. Je me suis entendu dire aussi que l'avocat que nous avions consulté, à partir du moment où on l'avait payé, on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait. C'est allé jusque-là. Alors donc, j'ai demandé aux personnes de faire valoir leur site d'opposition, ce qui prend la forme d'un courrier qui a été adressé au préfet par Madame Brigitte Dupont, conseillère municipale, et au ministère des Outre-mer, tout simplement, par une ex-conseillère municipale démissionnaire, Madame Vallier, qui a interrogé la ministre de l'Outre-mer, qui a demandé, bien entendu, au préfet de répondre, parce que ce n'est pas son job que de traiter des dossiers de ce niveau-là. Donc, c'est donc le sous-préfet qui, au nom du préfet, pour le préfet et par délégation, nous a répondu très officiellement que, effectivement, M. Lachounia, et c'est sa conclusion, en conclusion, M. Lachounia, je ne voulais pas citer son nom, mais c'est bien de lui qu'il s'agit, donc l'ex-régisseur de recettes est en droit de bénéficier de la location de retour à l'emploi, et le maire de Saint-Pierre, par la délibération du 21 septembre 2015, est parfaitement fondé à prendre toute décision en ce sens.
C'est-à-dire que cette lettre explique bien, c'est que c'est pas parce qu'on ne confond pas un jugement au pénal avec les droits sociaux de quelqu'un. Donc j'estime que là, cette affaire, je voudrais qu'elle soit close une fois pour toutes. Parce que si nous avons un quelque sens de l'humanité, on ne condamne pas les gens à la double peine, à savoir qu'il a déjà été condamné par la justice, mais on le condamne aussi à perdre ses droits sociaux de façon arbitraire et délibérée, alors que tout le droit est là, toute la justice avec sa jurisprudence est citée par M. le préfet lui-même. Le droit disciplinaire est indépendant du droit pénal, donc que le référé, la délibération, s'agissant de l'ordonnance du juge administratif du 27 janvier 2015, ce jugement du Code de justice administrative dispose que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans des BRDL. Ce qui signifie bien qu'il ne se prononce pas sur le fond du dossier. Il se prononce sur l'urgence qu'il y a à traiter sur le dossier. Et donc, le sous-préfet continue en disant ainsi les ordonnances de référé n'ont pas au principal, c'est-à-dire sur le sujet du fond, autorité de la chose jugée, ici la jurisprudence qui va avec. Donc, je pense que là, on touche du doigt quelque chose de fondamental. Nous passons notre temps à corriger les erreurs qui ont été commises. En ce qui concerne ce régisseur de recettes, j'irai jusqu'à dire que la décision précipitée de le mettre à la retraite correspondant à une urgence qui était autre, à savoir, on peut le mettre hors jeu. Je n'irai pas plus loin pour l'instant. Mais je voulais dire par là que lorsque on s'est aperçu que la mairie était en devoir de payer son allocation de retour à l'emploi, parce que la mairie n'avait pas de convention avec Pôle emploi, on a refusé de signer son document pour ne pas avoir à faire face à ce que la loi obligeait la mairie en tant que collectivité, le droit l'obligeait à payer. Et donc, quand on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur, on a voulu simplement refuser de signer le document de cette personne, et en fait, on l'a condamné à ne pas pouvoir bénéficier de ses droits sociaux. Donc j'estime que là, cette affaire pour nous est close. À partir de là, je m'autoriserai à attaquer en diffamation qui que ce soit qui mettra mon nom sur Internet en me qualifiant de complice de voleur et je ne sais quelles autres horreurs, parce que il y a des limites à tout. La politique pour nous, c'est pas ça. J'ai une autre image à promouvoir de ma ville, et les affaires, ceux qui veulent la traîner dans le caniveau prendront leurs responsabilités devant le peuple qui est autre. Merci beaucoup. C'était votre écoute, c'était un préambule. Et nous allons passer. Monsieur Blanchet, vous avez à dire. Merci. Monsieur le maire, permettez que je puisse faire l'intervention, on avait déjà discuté. Je tiens à ce qu'elle soit faite dans cette enceinte parce que c'est une enceinte officielle, c'est une réaction officielle d'Hervé Blanchet. Elle concerne des injures et des propos qui ont été tenus sur un espace de communication officielle du Grand Sud. Dans ces propos, personnellement, j'ai été attaqué, j'ai été insulté, j'ai été menacé. Mais, comme on dit, si vous parlez de grand goût, pas faire politique. J'assume mes responsabilités et j'assume le fait d'être attaqué. Je saurais personnellement répondre en temps utile, mon baccalauréat.
est particulièrement malsain, c'est que dans ses propos et dans ce comportement, que cette personne qui était troisième adjoint au maire de la ville de Saint-Pierre il y a quelques mois, cette personne insulte, menace et dit du mal d'employer M. Alpha et M. Chamoiseau, qui ne sont pas des politiques, qui sont des employés du Grand Saint-Pierre et qui ont accepté une mission sur de... Je tiens à dénoncer de manière officielle ce soir ce genre de propos et je tiens à prendre à témoin la ville de Saint-Pierre, le conseil municipal, mais aussi le public qui est là, que personnellement je soutiens M. Chamoiseau, je soutiens M. Alpha, que j'ai vu encore aujourd'hui et qui vous envoie ses amitiés et qui dit qu'il continuera à travailler pour la culture, pour le nord de la Martinique, dans le cadre du Grand Saint-Pierre, tant que les politiques continueront à lui faire confiance. Je voulais vraiment dénoncer cela parce que ce n'est pas sorti de la bouche de n'importe qui et ça n'a pas été fait sur n'importe quel support de communication, ça a été fait sur un support de communication officiel du Grand Saint-Pierre. Merci. Donc, chers collègues, sans plus tarder, nous allons passer à l'ordre du jour en abordant le règlement intérieur du comité technique. Nous avons eu cet après-midi ce matin, un comité technique à aborder ces différents sujets qui touchent à la politique de ressources humaines de la ville. Donc, pour ce premier point, je passe la parole à Mme Ampigny, en charge des ressources humaines de la ville. Le décret numéro 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif au comité technique et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leur établissement public a modifié certaines règles relatives au comité technique paritaire. Il convient donc, dans le cadre de la rénovation du dialogue social et du renouvellement du comité technique, après les élections du 4 décembre 2014, de proposer un règlement intérieur respectant les nouvelles dispositions décrites par le décret susvisé. Le maire demande donc aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le règlement intérieur du comité technique tel qu'il est proposé en annexe, de l'autoriser à signer le dit règlement. Chers collègues, vous avez la parole, vous avez bien reçu cette proposition de règlement intérieur. Il a été validé par, tout du moins ils nous ont émis comme la loi leur permet, je parle de la représentation des salariés, les deux syndicats salariés ont émis un avis favorable sur ce règlement intérieur qui manquait donc à la base de données de la gestion des ressources humaines. Nous sommes en train là aussi d'apporter des petits rectificatifs qui manquaient. Y a-t-il des questions? Bonjour, j'ai pas reçu en annexe. Bon, c'est certainement une Donc j'ai pas pu. Ah bon. L'annexe est à la disposition des membres du conseil municipal de secrétariat. Ah, mais c'est pas le c'est pas le Et donc il était dans le fond du dossier, disponible en mairie. Parce que nous ne pouvons pas mettre tous les documents annexes pour des raisons de coût d'expédition. Ceci dit, il était toujours à votre disposition en mairie si vous voulez le consulter. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Pas d'intervention. Je passe donc à l'approbation ou à la désapprobation. Nous avons encore le temps. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition de règlement intérieur adoptée à l'unanimité. La question 2 nous amène à aborder la création du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, CHSCT.
Les collectivités territoriales et les établissements publics ont l'obligation de créer un CHSCT local dès que le seuil de 50 agents est atteint. La mairie de Saint-Pierre ne remplit pas cette obligation. En application des articles 32 et 33.1 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, peuvent être créés des CHSCT par délibération après avis du comité technique concordant des organes délibérants précisant le maintien ou non du paritarisme entre le collège employeur et celui des représentants du personnel, l'octroi ou non de voix délibérative aux représentants de la collectivité ou de l'établissement, le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel, le nombre de représentants titulaires et suppléants de la collectivité employeur, la création du CHSCT commun pour la collectivité territoriale et ses établissements publics rattachés, à savoir CCAS et Caisse des écoles. La désignation des représentants du personnel se fait sur la base des résultats aux élections des représentants du personnel au comité technique et ne peuvent pas être désignés représentants de ce CHSCT les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou grave maladie, les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de 16 jours à 2 ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 84 subvisée, les agents frappés de l'une des incapacités énoncées à l'article L5 et L6 du Code électoral. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et le mandat est renouvelable. Par conséquent, le maire demande aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le maintien du paritarisme entre le collège employeur et celui des représentants du personnel, l'octroi de voix délibératives aux représentants de la collectivité, le maintien du nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel, le maintien du nombre de représentants titulaires et suppléants de la collectivité employeur et de les désigner, la création d'un CHSCT commun pour la collectivité territoriale et ses établissements publics rattachés, CCAS et Caisse des écoles. Merci. Donc ce matin, cette question est examinée aussi par le comité paritaire qui réunit représentants du personnel et représentants de la collectivité. Les propositions qui vous sont soumises ce soir, ce sur quoi je vous demande de vous prononcer, c'est bien celles qui ont eu la faveur et l'approbation des salariés. Voilà, donc le maintien du paritarisme entre le collège employeur et celui des représentants du personnel, l'octroi de voix délibératives aux représentants de la collectivité, c'est-à-dire aux élus, le maintien du nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel, c'est-à-dire 5. Nous allons justement les désigner ce soir. En ce qui concerne les représentants de la collectivité, le maintien du nombre de représentants titulaires et suppléants de la collectivité employeur et on va les désigner, donc c'est ce que je disais. À l'instant, la création d'un CHSCT commun pour la collectivité territoriale et le CCAS et la Caisse des écoles. Donc voilà les questions qui nous sont soumises ce soir. Y a-t-il des questions? Monsieur Espartané. Ce n'est pas une question, monsieur le maire, mais dans le deuxième paragraphe, il est indiqué le maire de Saint-Pierre, la mairie de Saint-Pierre ne remplit pas cette obligation. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous... La formule n'est pas bien présentée. Puisqu'il est dit les collectivités territoriales et les établissements publics ont l'obligation de créer un CHSCT local dès que le seuil de 50 ans est atteint. C'est le cas pour la mairie de Saint-Pierre. Je pense qu'il faudrait revoir la formule en précisant que la mairie de Saint-Pierre n'avait jamais appliqué cette obligation. En tout cas, qu'elle ne respectait pas cette obligation quand nous l'avons reprise, si je puis dire. Et donc nous sommes là aussi en
en train de remplir des procédures qui n'avaient pas été honorées. Comme il est dit, les représentants du personnel ont été nommés après leur élection le 4 décembre 2014 et le CHSCT aurait dû exister en mairie de Saint-Pierre. C'est ce que nous sommes en train de rétablir. Effectivement, on va modifier la formule en ce sens. Chers collègues, avez-vous d'autres remarques sur des questions avant que nous passions à la nomination des représentants de la collectivité au CHSCT? Donc, on va dissocier les deux aspects. On va d'abord se prononcer sur ce qui vous est proposé dans son ensemble. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et à l'intérieur de cette délibération, il nous faut donc désigner des représentants de la collectivité. Donc, ce que nous vous proposons, c'est simplement de se baser sur des représentants nommés au comité technique pour en extraire des représentants au CHSCT. Voilà, donc je proposerai la liste suivante de titulaires. Donc Christian Rafa, moi-même, Madame Plesner Rosemary, Madame Moudem Marlène, Monsieur Éloi Bizès Raphaël et Madame Pierre-Léon Germaine en tant que titulaires. Et en tant que suppléant, M. René Brabant, M. Hugues Alcindor, Mme Gobal Sami Mikaela, Mme Rémi Nicole et Mme Préclaire Cédric. Y a-t-il des observations? Donc ce sont les mêmes membres que le CT, mais on s'est redistribué un petit peu les rôles. Pas d'observation? Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Monsieur Rafa, Madame Rémi Nicole, Madame Préfet Sébrine, Madame Gobal Sami Mikaela, Monsieur Alcindor et Monsieur Brabant suppléant. C'est bon? C'est bien ça. Nous passons donc à la question 3, chers collègues, l'adoption du principe de l'entretien professionnel qui là aussi est une obligation légale. Je repasse la parole à Mme Taïna Ampini, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines. L'entretien professionnel prévu à l'article 76.1 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée a été mis en œuvre à titre expérimental pour les années 2010 à 2012, suivant les modalités fixées par le décret 2010-716 du 29 juin 2010 et précisées par une circulaire ministérielle du 6 août 2010. Devant être instauré dans les collectivités territoriales à l'initiative de l'organe délibérant, il se distingue essentiellement de la notation en ce qu'il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu'il supprime la note chiffrée. Le bilan de l'expérimentation conclut à la pérennisation de l'entretien professionnel et le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux le rend obligatoire à compter de l'année de référence 2015. Le fonctionnaire bénéficie donc chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu. D'une façon générale, l'entretien professionnel se définit comme un moment d'échange et de dialogue entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct en vue d'établir et d'apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire évalué. Donc la collectivité devra préalablement définir des fiches de poste pour chaque agent, que vous avez en annexe également, des critères d'évaluation de la valeur professionnelle pour chaque catégorie d'emploi. Il établit aussi un document support standard de compte-rendu de l'entretien professionnel et propose des guides d'entretien individuels à l'attention des agents évalués et des agents évaluateurs. La convocation du fonctionnaire
doit intervenir 8 jours au moins avant la date de l'entretien. L'agent est convoqué par le supérieur hiérarchique direct. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche de préparation à l'entretien professionnel à l'attention des agents évalués. Le compte-rendu sera complété au moment de l'entretien. Il porte sur les thèmes prévus par le décret, ainsi que l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l'entretien. Après avoir été signé par le supérieur hiérarchique, le compte-rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète éventuellement de ses observations. La notification du compte-rendu aux fonctionnaires évalués sera effectuée dans un délai maximum de 10 jours suivant la date de l'entretien. Le compte-rendu est notifié aux fonctionnaires qui, le cas échéant, le complètent par ses observations sur la conduite de l'entretien et ou les différents sujets sur lesquels il a porté. L'agent signe ce compte-rendu pour attester qu'il en a pris connaissance et le retourne à son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 10 jours. La signature du fonctionnaire évalué ne fait pas obstacle à ce que l'agent formule une demande de révision ou exerce les voies de recours du droit commun. Bien au contraire, elle est nécessaire à toute forme de recours. Délai et voies de recours contentieux. Il est important de faire figurer dans le compte-rendu, au niveau de la page de signature, les délais et les voies de recours contentieux, comme le mentionne la circulaire ministérielle. Il peut également être utile de rappeler aux fonctionnaires évalués la possibilité qui lui est ouverte de s'inscrire préalablement dans une procédure interne de révision du compte-rendu d'entretien. La circulaire ministérielle norme 10CB 10-21-29-9C du 6 août 2010 rappelle la procédure de recours gracieux et contentieux du droit commun pour l'entretien professionnel. Le compte-rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale. Une copie en est faite à l'agent et une autre est transmise au centre de gestion pour le dossier de l'agent. La commission administrative paritaire, donc son rôle, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié au centre de gestion de la fonction publique territoriale, obligation lui est faite de transmettre à la CAP une copie, donc commission administrative paritaire, une copie du compte-rendu qui fait l'objet d'un recours afin de la saisir dans les délais compatibles avec le déroulement de la CAP dite spéciale concernant la notation des avancements en tout genre. Le maire précise que la ville de Saint-Pierre, n'ayant pas respecté les délais pour effectuer la phase d'expérimentation de l'entretien professionnel, se doit aujourd'hui de mettre en place la version définitive du dispositif. En conséquence, compte tenu des délais très courts, seuls les agents titulaires pourront bénéficier de l'entretien pour l'année 2015. Le maire demande donc aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l'ensemble des prérequis, la procédure à mettre en place pour l'organisation de l'entretien professionnel. Merci. Vous pouvez nous préciser depuis quand cette loi impose Effectivement, donc l'expérimentation est possible depuis 2010 et elle est rendue obligatoire. L'entretien est rendu obligatoire à compter de janvier 2015. Voilà, donc j'insiste là-dessus pour dire que là aussi, c'est une situation que nous avons trouvée qui était déplorable, catastrophique. Ça a fait l'objet de l'inquiétude très grande des syndicats quand M. Gourma est venu ici en juin, très peu de temps après mon arrivée, je crois que c'était fin mai. Il s'en est inquiété immédiatement, il nous a dit mais qu'est-ce qui va se passer, sachant que là on devrait être en procédure d'entretien professionnel et donc on a reçu une très grande pression là-dessus parce que rien n'était fait. La gestion des ressources humaines que nous avons trouvée dans cette mairie se limitait à la, comment dirais-je, à la paye. Je dois le dire, et c'est la réalité. Donc nos salariés ont fait preuve de compréhension, ils ont compris la situation. Et petit à petit, donc, nous avons en quelque sorte trouvé là où il fallait leur confiance. Et nous sommes en train de travailler à restructurer progressivement les bases de données. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Nous sommes mis d'accord sur quelque chose que je vais préciser tout à l'heure. Mais il faut bien avouer, et c'est là justement le point que nous avons discuté ce matin, ils nous ont demandé, mais comment vous allez faire? Puisque vous n'avez pas de données, vous venez d'arriver, vous ne savez pas qui est qui. Nous avons aussi fait le constat que depuis le mois d'août, il n'y a plus de directeur général des services à la mairie de Saint-Pierre, lui qui possédait toutes les bases de données. Madame Ampigny est arrivée en septembre, ne connaît pas les salariés, les services ne sont pas organisés. On nous a demandé, mais qui va interroger qui? Qui va interroger le personnel de l'état civil, par exemple? J'ai renchéri en disant, mais qui va interroger le personnel de la ludothèque? Puisque j'ai demandé de qui dépendait la ludothèque, personne n'a pu me répondre. De qui dépendait le CCS, encore moins. Donc j'ai demandé un organigramme en arrivant, personne n'a été capable de me donner un organigramme. Donc à partir de là, comme on doit produire, ces entretiens doivent être tenus par les chefs de service. Donc il y a certains services qui sont suspendus dans le vide, sur la base de fiches de poste. Là aussi, les syndicats m'ont demandé, mais quand est-ce que où sont les fiches de poste? Je lui ai dit, je ne sais pas. Donc rien n'était fait, je le dis bien, pour en arriver là. Et pourtant, c'est la loi qui s'impose à nous, ce qui fait que pour 2015, nous ne sommes pas du tout prêts. Et c'est le salarié qui l'ont pointé du doigt eux-mêmes, leur inquiétude en disant, attendez, on ne veut pas que ça pénalise les salariés, puisque de toute évidence, la mairie n'est pas prête pour ça. Donc nous avons convenu que nous allions quelque part un peu neutraliser les choses et faire en sorte que l'année 2016 soit l'année de référence pour faire ces évaluations. Après avoir mis en place tout ce que je vais vous dire, à savoir qu'il y a un audit organisationnel qui est en train de scanner tout le personnel, leurs compétences, leurs desiderata, leurs souhaits d'évolution, leurs souhaits de mutation, etc. À la suite de quoi un organigramme va être mis en place, c'est vrai. À la suite, parallèlement, ce sont des personnes qui sont en formation pour faire cette évaluation. Parallèlement, ce sont des fiches de poste que certains services ont déjà initiées, mais que tous les services n'ont pas encore terminé, en définissant ensuite des objectifs pour les différents agents de la collectivité. C'est là-dessus que nous allons travailler cette année, faire en sorte qu'à la fin 2016, nous puissions faire une évaluation digne de ce nom pour ces agents. Donc c'est un accord tacite qui s'est fait ce matin dans une très bonne ambiance, parce que les salariés se rendent bien compte que nous faisons au mieux pour réparer tout ce qu'il y avait à réparer et essayer de faire en sorte que leurs intérêts soient préservés dans cette affaire. Y a-t-il des questions? Pas d'observation? Bien, donc nous allons donc passer aux voix. Donc je vous demande, membre du conseil municipal, d'approuver, le maire demande au membre du conseil municipal de se prononcer sur l'ensemble des prérequis et la procédure à mettre en place pour l'organisation de l'entretien professionnel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adoption à l'unanimité. Nous allons passer à la question 4, qui est celle de création de postes budgétaires. Le maire propose, dans le cadre de la réorganisation du service et suite aux avis émis par la commission administrative paritaire du centre de gestion, sa séance du 29 octobre 2015, de dépoussiérer, entre guillemets, et modifier les délibérations qui ont créé les postes et qui méritent d'être mises à jour. Donc, secrétaire général en directeur général des services des communes de plus de 2000 habitants et de moins de 10 000 habitants, directrice de crèche en puéricultrice de cadre de santé, ingénieur territorial en ingénieur principal territorial, attaché de commune en attaché territorial, de supprimer le poste d'attaché principal, de créer dans le cadre des avancements de grade suite à la réussite des examens professionnels, 8 postes d'adjoint technique de première classe,
6 postes d'adjoint administratif de première classe, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, un poste de brigadier de police municipale et un poste de rédacteur territorial. Le maire demande donc aux membres du conseil municipal d'approuver ces propositions. Monsieur Belchas. Oui, alors, monsieur le maire, chers collègues, donc, monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Donc, j'aurais aimé qu'on m'apporte une petite précision concernant le terme création de postes budgétaires. Parce que là, je ne voudrais pas qu'il y ait d'abord un guillot dans l'esprit de ceux qui sont présents, aussi bien parmi les collègues que parmi le public. Est-ce que cela veut dire qu'on va créer des postes en plus de ceux qui existent déjà, ou est-ce que ça va être une régularisation, en fait, des personnes qui sont déjà en poste? Pierre, collègue, tu ne voudrais pas qu'il y en ait qui fassent exprès de se tromper, c'est ça? Exactement. Donc je vais passer la parole à Mme Campigny qui va répondre. Effectivement, les postes qui sont affichés aujourd'hui sont des postes qui sont déjà pour la plupart pourvus, notamment sur les avancements de grade. Donc ce sont des agents qui ont réussi à leur examen professionnel et qui changent de catégorie, qui changent de grade à l'intérieur d'une même catégorie. Donc un agent, par exemple, adjoint technique de deuxième classe, réussissant à l'examen professionnel, sera reclassé en adjoint technique de première classe. Concernant les premiers éléments, ce sont en fait des délibérations qui existaient déjà, mais qui étaient anciennes et qu'il s'agirait aujourd'hui de remettre à jour. On ne parle plus de secrétaire général aujourd'hui et on ne parle pas de directrice de crèche. Directrice de crèche, c'est un emploi, une fonction et non un grade. Donc l'intitulé le précise bien, il s'agit de création de postes budgétaires, donc il faut qu'on sache combien ces postes vont nous coûter. Merci pour la précision. Donc là aussi, il s'agit de régularisation, de modernisation de la gestion des ressources humaines, de l'actualisation, parce qu'effectivement, il y a même, on ne dira pas que certaines délibérations créant des postes n'ont pas été retrouvées dans les archives, on n'en parlera pas, on ne dira pas ça. Donc il fallait aussi régulariser ça. Et effectivement, tout le chapitre où il s'agit on parle de créer dans le cadre des avancements de grade suite à la réussite des examens professionnels, effectivement, ça fait l'objet d'un des premiers sujets du comité technique, le premier comité technique que nous avons fait, à savoir régulariser la situation des personnes qui attendaient d'être placées dans le grade correspondant au concours qu'ils avaient réussi. Donc ça n'est que régularisation, parce que certains attendaient depuis 2 ou 3 ans que l'on régularise leur situation. Donc nous essayons de rebaser les choses dans le cadre budgétaire contraint que nous avons, parce que, écoutez, les salariés sont des salariés, il faut les respecter. Ce n'est pas de leur faute si la mairie a été mal gérée. Donc nous sommes, et nous allons en reparler, à la recherche de tous les endroits où on peut faire des économies, mais nous ne pouvons pas faire des économies sur des salariés qui ont réussi à leurs examens. Il s'agit de respecter les personnes avant tout, et donc c'est ce que nous tâchons de faire, et les solutions sont à chercher ailleurs. Y a-t-il d'autres interventions? Bonsoir à tous. Voilà, monsieur le maire, je vais bien savoir, puisque je suis en train de me rendre compte que les employés ont été pénalisés pendant trop d'années, j'aimerais savoir, il n'y avait pas de syndicat à l'époque? Il y avait des syndicats, il y avait même des syndicalistes élus qui étaient au pouvoir. Il y
très haut niveau, puisqu'il y avait un maire et une adjointe en charge du personnel qui étaient eux-mêmes syndicalistes. Je ne crois pas que ça ait apporté beaucoup aux salariés. Donc voilà, donc en 2 mots, nous comprenons qu'il en est fait. Merci, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Donc je vous demande de bien vouloir approuver ces propositions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Bien, nous allons changer de chapitre. Et là aussi, permettez-moi, chers collègues, en préambule, puisqu'il s'agit de finances, de vous apporter des informations, c'est mon devoir, et de vous éclairer dans ce que vous avez aussi à donner comme information à ceux qui vous ont fait confiance en vous faisant élu de la ville de Saint-Pierre, à savoir la population de Saint-Pierre, tout simplement. Ben, figurez-vous que nous sommes en pleine actualité, puisque ce jeudi dernier, la ville de Saint-Pierre était convoquée en... Je veux toujours dire cellule, il s'agit de... C'est un peu prison. Disons le mot comme il faut, il s'agissait du réseau d'alerte préfectoral. Le réseau d'alerte, c'est une structure qui veille à l'état financier des différentes communes et qui intervient quand la situation le nécessite. C'est le cas pour la ville de Saint-Pierre depuis 2012. Je le répète encore une fois, la ville de Saint-Pierre est sous contrôle du réseau d'alerte depuis 2012. Alors quand aussi on a entendu que l'on avait choisi un auditeur à notre main, on l'avait d'ailleurs choisi sans concurrence, pour qu'il nous dise ce que nous avions bien envie d'entendre, pour qu'ils inventent un déficit. Je vous le redis, la ville est sous contrôle de la préfecture et sous le regard de la préfecture, parce que son classement, il y a un index compte tenu de la situation des finances, son index rentrait dans le rouge, ce qui fait que depuis 2012, elle est suivie, cette ville, et nous étions donc convoqués jeudi dernier dans ce cadre. Et nous avons mis les comptes à plat. Nous avons fait la transparence, puisque c'est ce que le sous-préfet m'avait demandé. Il m'avait dit, écoutez, vous avez voté un budget 4 à 4 en arrivant aux responsabilités. Nous sommes arrivés, je vous le rappelle, le 7 avril, et il fallait que le budget soit voté le 30 avril. Entre-temps, il fallait donc passer par la procédure qui consistait en débat d'orientation budgétaire. Nous ne savions pas du tout ce que nous allions trouver. Nous nous sommes basés sur les chiffres de l'administration pour élaborer un budget comme nous avons estimé devoir le faire. Il se trouve qu'il a été admis par l'administration. Le sous-préfet m'a fait comprendre que l'année prochaine, le regard serait plus sévère et qu'il fallait qu'on joue 4 sur table pour ne pas avoir à rejeter notre budget et le déclarer insincère. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Et notre auditeur, si décrié par certains, je vais vous lire simplement à la sortie de cette réunion le mail que Mme Ampigny a reçu. Objet réunion réseau d'alerte, commune de Saint-Pierre, feuille d'émargement. Monsieur et Mme Ampigny, pour faire suite à votre demande, je vous prie de trouver ici la liste d'émargement des personnes qui ont assisté à la réunion réseau d'alerte qui s'est tenue ce jour à la sous-préfecture de Saint-Pierre. Et c'est là que je vous demande de bien écouter. Par ailleurs, serait-il possible que vous nous transmettiez par retour de mail copie du rapport élaboré par M. Sainte-Rose-Rosemont afin de pouvoir intégrer fidèlement les informations qu'il a été invité à porter à notre connaissance. Donc si notre auditeur est considéré comme un auditeur marron, voire quelque de suspect par certaines personnes, il est pris très au sérieux par la préfecture parce que c'est quelqu'un qui a une dimension martiniquaise connue. Gilles est formateur de personnes de la préfecture. Il a été invité à présenter des séminaires à Cap-Nord. Donc c'est quelqu'un plus que sérieux. Et que disait cette personne? Tout simplement, ce que beaucoup ont du mal à entendre,
que le déficit au compte administratif affiché par l'administration de l'année 2014 était bien de 400, je parle de fonctionnement, était bien de 411 813 euros, mais ce que l'administration ne savait pas, c'était que nous allions trouver dans les tiroirs des factures fournisseurs de 2011 à 2014 non mandatées, donc non enregistrées par l'administration, à hauteur de 569 880 euros. L'administration ne savait pas non plus qu'il y avait des dettes au Fonds national de compensation de 29 813 euros, des dettes à la caisse d'allocation familiale des salariés de 246 706 euros, des dettes à la FNJ de 20 580 euros, contentieux URSSAF des dettes fiscales de 32 744 euros, ce qui faisait un total de mandats que nous avons émis sur l'année 2015 concernant des dépenses de l'année de 2011 à 2014, donc non connues par l'administration, enregistrées sur notre budget, sur nos dépenses de cette année, 899 723 euros. Et en instance, c'est-à-dire non encore mandaté, parce que ça fait l'objet pour la plupart de contentieux, nous avons une dette envers le centre de gestion CNP de 93 016 euros. Nous avons se contenter, ça concerne encore les salariés, nous avons ce contentieux que vous savez avec la sécurité sociale de l'URSSAF, que nous espérons bien résoudre, de 562 678 euros. Nous avons des admissions en non-valeur, c'est-à-dire des recettes qui sont perdues, et des annulations de titres de 137 156 euros, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons en instance 920 000 euros 42 à peut-être pas à payer, Dieu merci, en espérant, je pense que nous allons pouvoir résoudre le problème du contentieux avec la sécurité sociale. C'est quand même la moitié, plus que la moitié, puisqu'il s'agit de 562 000 euros. Et je vous rappelle qu'au-delà de ça, la situation budgétaire que nous avons trouvée, c'était aussi de faire face à un déficit de trésorerie, des restes à payer pour les exercices toujours de 2010 à 2014, des mandats en instance de paiement, qui étaient déjà mandatés, cela, 1 200 000 euros. Donc le total, gentiment, fait 3 431 578 euros. Et la préfecture nous a remercié d'apporter ces précisions. Alors maintenant, on peut aller dire ce qu'on veut, les chiffres sont des chiffres, on peut discuter de ce que l'on veut. Je n'ai pas terminé, Madame Nalamoutou, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame Nalamoutou. À partir de là, nous allons nous mettre au travail avec la préfecture parce qu'il y a deux solutions qui ont été exposées. Je ne peux pas vous faire balayer l'ensemble des propositions qui sont déjà dans les tiroirs. Vous avez assisté à la présentation de certain nombre de préconisations que l'auditeur nous a faites au dernier conseil municipal. Donc il y a des pistes pour redresser les finances de cette mairie et nous allons les mettre en œuvre, mais cette fois-ci dans la transparence des chiffres. À ce stade, je vous passe la parole. Collègues, vous avez la parole. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention potentielle? Bien, puisqu'il n'y a pas d'intervention, je vais... En fait, ça ne faisait pas l'objet d'une délibération, en fait, c'était juste pour un éclairage. Nous allons passer à la véritable délibération qui s'intitule Décision modificative numéro 4 du budget 2015 et je repasse la parole à la Mampigny. L'aménagement du boulevard en Saint-Léger-Lalin est une opération qui a connu ses débuts en 2001 et le montant de cette dernière a régulièrement évolué tant au niveau des dépenses qu'au niveau des recettes. Toutefois, depuis 2012, le budget n'a pas tenu compte de ces évolutions
est nécessaire d'inscrire aujourd'hui à la section d'investissement. De plus, afin de faire face à certaines factures inhérentes aux charges de personnel, il convient de prélever au chapitre de charges de gestion courante un montant s'élevant à 20 500 € et de le verser au 012, le chapitre de charges personnel et assimilées. La décision modificative est présentée en annexe 6 du dossier. Donc effectivement, à la section d'investissement, l'opération 086, viabilisation avenue Saint-Léger-Lalin, il s'agit de rajouter en dépenses un montant de 554 826 € et 32 centimes. En recette, une subvention région de 467 974 € et 66 centimes, une subvention fédérale de 86 851 € et 66 centimes, et on retombe bien au total de 554 826 € et 32 centimes. Concernant la section de fonctionnement, donc on parlait du chapitre 65, autres charges de gestion courante, plus précisément le 65-74, subvention de fonctionnement aux associations. Donc on avait déjà inscrit 50 000 €. Il s'agit de prélever 20 500 €, donc le reste 29 500. Donc cette somme serait reversée au 012, particulièrement au 64-75 médecine du travail 5 000 € pour un montant total 7 500 €. Ensuite, verser 3 650 € au versement du FNC du supplément familial au 64-56. Il n'y avait rien inscrit, donc on a bien un total de 3 650 €. Et enfin, 11 850 € à la cotisation caisse de retraite 64-53 pour un montant total de 381 850 €. Collègues, vous avez la parole. Précision, question, demande d'information. Monsieur Blanchet. Vous notez que dans cette décision modificative, on a pour déployer un certain nombre de subventions qui étaient allouées à des associations un petit peu fantômes que nous avons pu redéployer sur des prestations sociales pour pouvoir permettre justement de respecter un certain nombre de réglementations sociales pour les salariés de cette collectivité. Donc c'est un juste rétablissement des choses. Merci. Nous avons aussi redéployé sur des associations qui, elles, n'étaient pas fantômes. Par exemple, l'ASSO, dont nous avons augmenté la subvention cette année pour espérer que notre club se porte un peu mieux. Donc nous avons redispatché cette enveloppe de subvention qu'elle nous permet de faire face à ces urgences de fin d'année. Voilà, donc c'est un peu d'explication. Alors je voudrais vous rassurer, c'est-à-dire tout à l'heure, un des chiffres que j'ai présenté, nous avons déjà commencé à travailler et obtenir des résultats, puisque, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'abord d'aller rechercher des dépenses sur lesquelles nous pouvons faire l'impasse, ou économiser, tout du moins réduire, pour aller à l'essentiel. Donc, sachez que la voilure a déjà été réduite de près de 900 000 € cette année, rien que cette année. Donc, nous sommes déjà au travail sur ce déficit. Donc je voudrais quand même que vous reteniez la note positive, que vous passiez de bonnes fêtes après. Surtout. Pardon, je passe la parole à M. Blanchette pour une précision. Donc juste pour vous donner un exemple d'économie qu'on a quand même déjà pu faire, l'an dernier on a unité de compte administratif avec 262 000 € d'électricité. Là, à début décembre, on en est à 130 000 € d'électricité seulement. On avait hérité de 46 000 € de communication téléphonique en renégociant un certain nombre de contrats et en diminuant la voilure, on en est seulement à 27 000 € et on pourra encore peut-être réduire cette somme, par exemple. J'ajouterai que dans le chapitre aussi fête et cérémonie, contrairement à ce qui se dit, rien que la fête de café, mais nous savons faire la fête pour pas cher. De belles fêtes pour beaucoup moins cher, ce qui fait que
nous avons considérablement aussi réduit cette ligne-là. Je ne parle pas des indemnités des élus. Sujet sensible, mais sujet important parce que nous avons aussi décidé de mettre notre contribution à cette affaire. Je vous rappelle que ce qui était attribué aux élus, 100 000 €. Qui veut la parole? Madame Dupont. On parle de la réduction des indemnités aux élus. Je vous rappelle que l'ancienne municipalité a fait économiser la ville de Saint-Pierre 500 000 € et plus. En ce qui concerne les indemnités, il n'y a pas longtemps que pendant 8 ans. Alors ce n'est pas un fait. Madame, j'entends bien ce que vous dites, mais bon, j'étais aussi dans l'opposition, donc c'est pas à moi que vous allez donner des chiffres. La situation n'est pas la même. Nous avons un déficit qui est quasiment au triple de ce qu'il a été prétendu avoir trouvé en 2001. Mais ça, c'est du réel, c'est validé par la préfecture. Contrairement à 2001, où la Chambre régionale des comptes avait revu les comptes 10 ans avant et avait conclu à bien autre chose que ce qui a été raconté pendant 10 ans. Et ça, s'il faut ressortir encore des papiers, je peux les ressortir. À fin 2000, Madame Dupont, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Je dois dire la réalité, je ne peux pas laisser planer les comptes de la ville de Saint-Pierre étaient bien positifs à fin 2002 de 130 000 €. Et ça a été signé par l'ex-maire. Et c'est en archive en préfecture. Et donc j'en ai néanmoins entendu pendant 10 ans qu'il y avait un redressement d'un déficit supposé, mais qui n'existait plus à fin 2002. Collègues, vous avez d'autres de informations? Donc, pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre cette décision modificative telle que proposée? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons à la question 6, a priori la dernière, pour approuver le plan de financement concernant l'opération restauration du podium de la ville de Saint-Pierre. Dans le cadre de la redynamisation culturelle de la ville, l'équipe municipale, en partenariat avec le Grand Saint-Pierre, propose nombre de manifestations et spectacles à la population pierrotine. Spectacles, concerts, ballets sont désormais organisés régulièrement. La ville possède un podium actuellement hors service qu'il est nécessaire de faire réparer afin d'accueillir les artistes dans les meilleures conditions. Le coût de la réparation a été évalué à 17 000 € en taxes. Et le Conseil régional avait déjà donné un accord de principe pour une participation à hauteur de 95%. Il convient donc de reformuler la demande d'aide financière auprès du président de la collectivité territoriale de la Martinique. Le plan de financement pourrait être le suivant. CTM 95% à raison de 16 150 €, Ville de Saint-Pierre 5% pour 850 € et on revient à un total de 17 000 €. Le maire demande donc aux membres du conseil municipal de l'autoriser à solliciter le président de la CTM pour le financement de cette opération, de prendre toutes les décisions concernant cette affaire. Collègues, vous avez des questions? Monsieur Hugues Alcindor. Oui, bonsoir à tous. Donc je voudrais savoir simplement. Non, excuse-moi. Recule un peu. Excusez-moi. Je voudrais savoir simplement la date d'achat de ce podium et la source du problème qui fait qu'aujourd'hui, la mairie doit faire des dépenses futures pour réparer celui-ci. Monsieur Belchas se propose de répondre, apparemment il connaît bien l'histoire de ce podium. Alors, chers collègues et tous ceux qui sont présents, il faut savoir que ce podium, en fait, aujourd'hui, nous sommes en 2015, cela va faire 13 ans qu'il a été acquis par la ville de Saint-Pierre. C'est un podium qui est arrivé neuf en 2002, lors du centenaire de l'éruption de la montagne Pelée, pour
pouvoir faire face à toutes les manifestations qui étaient programmées sur la ville durant l'année 2002. Et ce podium a été utilisé qu'à 2 reprises. Et on va dire que la cause de la mise en fonctionnement de ce podium est très simple. C'est qu'il a été laissé monter tel quel au niveau de la place Bertin, juste en face de la maison de la Bourse. Qu'il y avait du mauvais temps qui avait été annoncé ce jour-là. Et quand nous avons, puisque moi à l'époque j'étais employé de l'office de tourisme de Saint-Pierre, lorsque nous avons contacté M. Henri Budoc, qui était donc responsable de toutes ces opérations, pour lui faire savoir qu'il fallait éventuellement abaisser la partie supérieure de ce podium, il nous a juste répondu. À l'époque, le podium est fait pour résister à des vents forceurs. Donc ce n'est pas une petite pluie qui va l'abîmer. Le problème, c'est qu'ensuite, la pluie était beaucoup plus forte. Le poids de l'eau sur la bâche de la partie supérieure, en fait, a été trop conséquent et le podium s'est replié sur lui-même. Donc, d'où la conséquence, en fait, de la non-utilisation de ce podium par la suite et de son stockage. Alors, par contre, ça montre bien que c'était quand même un matériel relativement résistant, puisque 13 ans après, savoir qu'il y a encore possibilité de réparer ce podium. Je signale quand même que c'est un podium qui est énorme. Ça fait quand même, pour ceux qui voient les podiums classiques, c'est l'équivalent de 2 fois et demi un podium classique. Donc c'est un très grand podium qui permettait de recevoir jusqu'à 80 personnes en même temps dessus. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et qui faisait la fierté de la ville de Saint-Pierre. Donc j'espère vraiment qu'après ces réparations, nous pourrons à nouveau être fiers d'avoir ce podium pour pouvoir mettre en place ces manifestations d'envergure que nous allons proposer aux Pierroutins et aux habitants du Nord et de la Martinique. Merci, M. Lechasse. Un titre indicatif, c'est un podium qui a coûté un peu plus de 90 000 € à la ville de Saint-Pierre, qui a été utilisé 2 fois et qui dort dans un hangar quelque part depuis 13 ans. J'ai juste envie de dire, pour faire une petite comparaison, que le prix de ce podium représente à peu près le prix de la réparation. 17 000 € représente à peu près 2 mois de vos indemnités. Donc c'est encore vous qui payez. Je veux dire qu'avec 2 mois d'indemnité, je pense qu'on aurait pu résoudre le problème parce que depuis 13 ans, on emprunte des podiums à droite, à gauche, etc. Donc un audit, une estimation des réparations aurait pu être faite. Juste une petite précision, ce podium n'était pas assuré. Ce qui explique peut-être aussi qu'il n'ait pas été réparé. Et donc aujourd'hui, nous avons trouvé un intérêt du côté du Grand Saint-Pierre qui a besoin aussi de scène. C'est une scène en fait. C'est un grand podium, c'est une scène qui est modulable. Donc on peut l'utiliser dans différentes configurations, plus ou moins grandes, pour tout ce qui a à faire à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire sans podium. Bon, donc d'autres interventions? Pas d'autres interventions, donc je vous demande encore une fois l'autorisation de solliciter le président de la CDN pour le financement de cette opération et de prendre toutes les décisions concernant cette affaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Décision adoptée à l'unanimité. Donc nous avons épuisé, chers collègues, l'ordre du jour. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.